Ma femme a fait de ma mauvaise performance une blague publique, alors j'ai rendu notre mariage privé en y mettant fin. La chute de la blague est devenue son problème. Il y a des moments dans un mariage où vous réalisez que votre conjoint vous considère comme un divertissement plutôt que comme un partenaire. Le mien s'est produit un samedi soir devant 8 personnes que je croyais être des amis. Nous organisions un dîner chez nous. Rien d'extravagant, juste de la bonne nourriture, du vin et des conversations avec des couples que nous connaissions depuis des années. La soirée se passait bien jusqu'au dessert où, d'une manière ou d'une autre, la conversation a dévié sur les relations et l'intimité. Vous savez comment ces choses se passent. Quelques verres de vin et les gens commencent à partager plus qu'ils ne le devraient probablement. C'est à ce moment-là que ma femme a décidé de transformer notre chambre à coucher en son spectacle de comédie personnelle. « Oh, vous voulez parler de problèmes de performance » a-t-elle dit avec un rire qui m'a noué l'estomac. « Laissez-moi vous parler de mardi soir dernier. » La table est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes avant qu'elle ne continue. Elle a décrit avec des détails saisissants comment j'avais eu du mal à maintenir une érection pendant ce qui aurait dû être un moment intime entre nous. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté des commentaires, a imité mes expressions et a même ajouté des effets sonores. La pièce a éclaté de rire. Nos amis pleuraient presque, tapaient sur la table, demandaient plus de détails. Et j'étais assis là, regardant ma femme se donner en spectacle comme si elle faisait du stand-up, utilisant le moment le plus vulnérable de notre mariage comme matériel. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de l'embarras, pas de la colère, quelque chose de beaucoup plus dangereux. De la clarté. Elle a croisé mon regard pendant une fraction de seconde et je l'ai vu. Aucun remords. Aucun beau non, je suis allé trop loin. Regarde. Juste la pure satisfaction d'être le centre de l'attention. Elle appréciait cela. Elle aimait m'humilier devant des gens qui ne me regarderaient plus jamais de la même façon. Et ensuite, il a essayé de mettre cela sur le compte de la fatigue du travail, a-t-elle continué en levant les yeux au ciel de manière dramatique. Fatigué. Nous parlons de 5 minutes d'effort ici. Pas de courir un marathon. Plus de rire. Plus de détails que je n'avais jamais accepté de partager. Plus de ma dignité jetée autour de la table comme des amuse-bouches. Je n'ai pas fait de scène. Je ne suis pas sorti en trombe et je n'ai pas commencé à crier. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai souri, j'ai pris une gorgée de mon vin et j'ai dit, « Eh bien, puisque nous partageons des détails intimes, devrais-je leur parler de tes choix d'épilation créatifs ? Ou peut-être de cette chose que tu fais avec ta bouche et qui ressemble à un aspirateur cassé ?» Les rires se sont arrêtés instantanément. Son visage est devenu blanc. « C'est différent » a-t-elle balbutié. J'essayais juste d'être drôle. Moi aussi, ai-je répondu calmement. N'est-il pas hilarant de voir à quelle vitesse l'ambiance change quand les projecteurs se déplacent? Le reste de la soirée ne fut que silence gêné et départs anticipés. Nos invités ne pouvaient pas partir assez vite, sentant la tension qui s'était installée sur la maison comme du brouillard. Alors que j'accompagnais le dernier couple à la porte, le mari m'a pris à part. « Et mec, c'était intense » a-t-il dit doucement. « Tu vas bien ?» Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé ma femme qui lavait agressivement la vaisselle dans la cuisine, claquant les assiettes comme si elle l'avait personnellement offensée. « J'apprends beaucoup de choses sur mon mariage ce soir, lui ai-je dit. Merci d'être venu. » Après le départ de tout le monde, la maison semblait différente. Pas seulement calme, mais chargée de quelque chose qui n'était pas là auparavant. Je me suis tenu dans notre salon en regardant les restes du dîner et j'ai réalisé que ma femme venait de me montrer exactement qui elle était quand elle pensait avoir un public à impressionner. Elle avait choisi les rires de quasi-inconnus plutôt que le respect de son mari. Elle avait pris quelque chose de privé, quelque chose qui exigeait de la confiance et de la vulnérabilité, et l'avait transformé en divertissement public. Et quand je lui avais donné un aperçu de sa propre médecine, soudainement j'étais le problème. Je suis monté à l'étage pendant qu'elle terminait dans la cuisine, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Pas de tristesse, mais du poids d'une décision qui prenait forme dans mon esprit. Au moment où j'ai atteint notre chambre, je savais que ce qui s'était passé ce soir n'était pas juste une erreur ou un mauvais jugement. C'était un choix, et maintenant je devais faire le mien. Elle m'a trouvé dans la chambre 20 minutes plus tard, armé de ce que je ne pouvais décrire que comme une innocence tactique. Vous connaissez ce regard. De grands yeux et une légère moue,
comme si elle était la victime d'un terrible malentendu. « Es-tu sérieusement en colère à propos de ce soir » a-t-elle demandé, s'asseyant sur le bord du lit comme si elle s'approchait d'un animal blessé. C'était juste pour s'amuser. Tout le monde riait. Je pliais le linge, quelque chose que j'avais commencé à faire pour occuper mes mains pendant que mon esprit traitait ce qui s'était passé en bas. Je n'ai pas levé les yeux quand j'ai répondu. Tout le monde riait de moi. Il y a une différence. Oh, allez, a-t-elle dit, et je pouvais entendre ses yeux se lever au ciel dans sa voix. Tu es beaucoup trop sensible à ce sujet. Ce n'est pas comme si je leur avais dit quelque chose qu'ils ne savaient pas déjà. Les hommes ont parfois des problèmes de performance. C'est normal. J'ai arrêté de plier le linge et je l'ai regardé directement. M'as-tu demandé si j'étais à l'aise avec le fait que tu partages cette histoire? Je n'ai pas besoin de permission pour parler à mes amis de notre vie sexuelle. À propos d'un moment où j'étais vulnérable avec toi. Tu ne penses pas que cela nécessite une conversation d'abord? Elle s'est levée en croisant les bras sur la défensive. Depuis quand es-tu monsieur vie privée? Tu parles de nos disputes à tes copains tout le temps. Je n'ai jamais parlé à personne de ce qui se passe dans notre chambre. Jamais. Et tu le sais. Le silence s'est étiré entre nous comme un canyon. Elle réalisait que ses tactiques de diversion habituelles ne fonctionnaient pas, que je n'allais pas la laisser retourner la situation et faire de moi le problème. Écoute, a-t-elle dit en adoucissant sa voix et en se rapprochant. Peut-être que je me suis un peu laissé emporter, mais ce n'était pas malveillant. J'essayais juste d'être divertissante. Tu sais comment je suis quand j'ai un public. Il était là, le non-pardon enveloppé dans une excuse. Elle n'était pas désolée de m'avoir humilié. Elle était désolée que je n'ai pas apprécié sa performance. Divertissante, ai-je répété lentement. C'est comme ça que tu appelles le fait d'utiliser les moments les plus intimes de ton mari comme matériel pour ton numéro de comédie. Divertissante. Tu déformes mes propos. Non, je les répète. Tu as dit que tu essayais d'être divertissante, ce qui signifie que tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as choisi de m'embarrasser parce que cela ferait rire. Son masque est tombé pendant une seconde seulement, et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. De l'irritation. Pas contre elle-même pour ce qu'elle avait fait, mais contre moi pour ne pas laisser couler. Bien, a-t-elle dit en jetant les bras en l'air. Je suis désolé, d'accord? Je suis désolé d'avoir partagé quelque chose de personnel. Je suis désolé que tu ne puisses pas accepter une blague. Je suis désolé d'avoir essayé de détendre l'atmosphère lors d'un dîner. Chaque excuse a été livrée comme une gifle, conçue pour me faire culpabiliser d'être contrarié plutôt que d'aborder ce qu'elle avait réellement fait. Comprends-tu au moins pourquoi je suis en colère, ai-je demandé. Parce que tu es gêné que les gens sachent que tu n'es pas parfait au lit. La cruauté désinvolte de cette déclaration m'a frappé comme de l'eau froide. Elle ne passait pas seulement à côté du sujet. Elle utilisait ma vulnérabilité comme une arme contre moi, même maintenant. Je suis en colère parce que ma femme a trahi ma confiance devant une pièce pleine de gens pour quelques rires, ai-je dit doucement. Je suis en colère parce qu'au lieu de t'excuser, tu me dis que je suis trop sensible. Je suis en colère parce que tu te tiens là à faire des blagues à ce sujet au lieu de comprendre que tu m'as blessé. Elle m'a dévisagé pendant un long moment et je l'ai regardé décider que j'étais déraisonnable. Je pouvais le voir dans son expression au moment où elle a choisi de camper sur ses positions plutôt que de reculer. Eh bien, peut-être que si tu n'étais pas si peu sûr de toi à ce sujet, ce ne serait pas un si gros problème, a-t-elle dit. D'autres maris auraient ri avec nous. D'autres maris ne feraient pas culpabiliser leur femme pour s'être amusée avec des amis. Et elle était là, la vraie elle, dépouillée de faux semblants et de manipulation. Dans son esprit, j'étais le problème pour ne pas apprécier ma propre humiliation. J'étais défectueux pour avoir attendu un respect fondamental pour mon conjoint. Je suis retourné plier le linge, chaque mouvement délibéré et calme. Elle se tenait là à me regarder, s'attendant probablement à ce que je réplique, à ce que je devienne émotif, à ce que je lui donne quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Au lieu de cela, j'ai dit, je pense que tu devrais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Tu te moques de moi pour ça? J'ai besoin d'espace pour réfléchir, et tu as besoin de temps pour décider si tu veux vraiment réparer cela ou si tu vas continuer à prétendre que je suis le problème. Elle a ouvert la bouche pour se disputer, puis a semblé réaliser que je ne négociais pas. Quelque chose dans mon ton, dans ma posture,
lui a dit que ce n'était pas la dispute conjugale habituelle où elle pouvait m'épuiser par la persistance et la culpabilité. C'est ridicule, a-t-elle marmonné en attrapant son oreiller et en marchant lourdement vers la porte. Tu es complètement déraisonnable. Après son départ, je me suis assis sur le lit dans la chambre silencieuse et j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise nuit ou d'un mauvais jugement. Il s'agissait d'un manque fondamental de respect qui avait probablement été là depuis le début, caché derrière des sourires et des clauses de non-responsabilité de type je plaisante. Ce soir, elle m'avait montré qu'elle considérait notre mariage comme du matériel pour son divertissement. Demain, je commencerai à chercher quoi faire à ce sujet. Le lendemain matin a apporté de la clarté de la pire des manières possibles. Elle était partie tôt pour son cours de yoga du week-end, me laissant seul avec mon café et le sentiment tenace que j'avais été aveugle à quelque chose d'évident. J'ai commencé à repenser à d'autres moments, d'autres commentaires, d'autres fois où elle avait fait de moi la chute de ses blagues. Des choses que j'avais balayées comme des taquineries inoffensives ou mises sur le compte de son sens de l'humour. Mais maintenant, avec un regard neuf, elle semblait différente. Comme il y a 3 mois, quand nous étions à la fête d'anniversaire de sa sœur, elle a raconté à tout le monde comment j'avais essayé de réparer le broyeur à ordures moi-même et inonder la cuisine. Pas seulement l'histoire de base, mais chaque détail embarrassant. Comment je me tenais là, trempé, jurant contre les tutoriels YouTube pendant qu'elle devait appeler un plombier. De toute façon, toute la table avait ri pendant que j'étais assis là à me sentir comme un idiot incompétent. Ou la fois à la fête de Noël de son travail où elle a décrit mes tentatives de danse, avec des démonstrations physiques de mes mouvements de robot. Ses collègues étaient pliés en deux de rire pendant que je me tenais là à me demander pourquoi ma propre femme jugeait nécessaire de me rendre ridicule devant des gens qui me connaissaient à peine. Chaque souvenir ressemblait à la pièce d'un puzzle que j'avais été trop confiant pour voir. Elle avait l'habitude d'utiliser mes échecs, mes vulnérabilités, mes moments privés comme divertissement public. Et j'avais laissé faire parce que je l'aimais et que je pensais qu'elle était juste enjouée. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon frère. Et, j'ai entendu parler de la nuit dernière par Kevin. Tu vas bien? Kevin. Un des gars du dîner. L'histoire faisait déjà le tour, ce qui signifiait que d'ici lundi, la moitié des gens que nous connaissions auraient entendu une version de mon humiliation. Parfait. J'allais poser le téléphone quand il a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une notification de ses réseaux sociaux. Curieux, je l'ai ouverte et j'ai trouvé une publication de ce matin. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas accepter une blague. Les filles, vous savez de quoi je parle. Viez de marier Marie sensible. Les commentaires affluaient déjà. Ses amis se ralliaient autour d'elle, parlant de la fragilité des hommes et partageant leurs propres histoires sur leur mari trop sensible. Elle transformait notre conflit privé en divertissement public, tout comme elle l'avait fait avec notre vie intime. J'ai fait une capture d'écran de la publication et j'ai fait défiler davantage de ses activités récentes. Il était là, tout un catalogue de manque de respect désinvolte déguisé en humour. Des publications sur mes désastres culinaires, mes choix vestimentaires, mes tentatives ratées d'amélioration de l'habitat. Chacun présenté comme un amusement léger, mais me positionnant toujours comme le mari incompétent qu'elle devait tolérer. Le pire n'était pas les publications elles-mêmes. C'était la réalisation qu'elle construisait ce récit sur notre mariage depuis des mois, peut-être des années. Pour son public en ligne, je n'étais pas un partenaire. J'étais une source de contenu. J'ai entendu sa voiture dans l'allée et j'ai rapidement rangé mon téléphone. Elle est entrée, l'air revigoré par son entraînement, complètement inconsciente du fait que je venais de découvrir la profondeur de sa trahison. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» a-t-elle demandé en attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, prête à passer à autre chose après cette dispute idiote. « As-tu publié un message concernant notre dispute sur les réseaux sociaux ce matin ?» Elle s'est figée pendant une demi-seconde avant de hausser les épaules. Je me défoulais juste auprès de mes amis. Ce n'est pas un gros problème. Montre-moi ton téléphone. Pardon? Si ce n'est pas un gros problème, montre-moi ce que tu as publié. Elle a serré son téléphone de manière protectrice contre sa poitrine. Je n'ai pas à te montrer quoi que ce soit. J'ai le droit d'avoir ma propre présence sur les réseaux sociaux. Tu as le droit d'exposer nos affaires personnelles en ligne pour des mentions j'aime et de la compassion. Je n'ai rien exposé. J'ai fait un seul commentaire sur la façon dont tu as réagi de manière excessive hier soir. Le détournement cognitif était incroyable.
Elle se tenait là à nier ce que j'avais déjà vu de mes propres yeux, comptant sur le fait que je ne la confronterais pas à ce sujet. Un seul commentaire, ai-je répété, sur les maris sensibles qui ne peuvent pas accepter les blagues. Son visage est devenu pâle. Elle a réalisé que j'avais vu la publication. Écoute, j'étais contrarié. D'accord. J'avais besoin de parler à quelqu'un de ce qui s'est passé. Tu avais besoin de te moquer de moi en ligne devant un groupe d'inconnus. Ce ne sont pas des inconnus. Ce sont mes amis. Des amis à qui tu racontes des histoires sur moi depuis des mois. Des amis qui pensent que je suis une sorte d'idiot maladroit parce que c'est ainsi que tu me dépeins en ligne. Elle a ouvert la bouche pour le nier, puis a semblé réaliser que cela ne servait à rien. J'avais clairement fait mes devoirs. Et alors, si je partage des histoires drôles? C'est ce que font les gens. C'est normal. Des histoires drôles sur les échecs et les moments embarrassants de ton mari publiés en ligne pour que quiconque puisse les voir et les commenter. C'est normal pour toi. Tu es paranoïaque. Vraiment? Parce que de là où je me tiens, il semble que tu aies utilisé notre mariage comme contenu pour ta chaîne de divertissement personnel. Et la nuit dernière n'était que la première fois que tu l'as fait en face de moi au lieu de le faire dans mon dos. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle se tenait là, bouteille d'eau à la main, réalisant que sa défense soigneusement construite s'effondrait. Elle ne pouvait pas nier les publications. Elle ne pouvait pas justifier des mois de moquerie publique. Et elle ne pouvait pas me faire croire que c'était un comportement normal. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-elle finalement dit. Mais même cela sonnait creux. Tu voulais faire rire. Tu voulais être le centre de l'attention. Tu voulais avoir l'air intelligente et spirituelle à mes dépens. Que tu aies voulu me blesser n'a pas d'importance car tu n'as jamais pris la peine de considérer ce que je ressentirais à ce sujet. Je suis passé devant elle en direction des escaliers, en ayant terminé avec la conversation et avec ses excuses. Où vas-tu? A-t-elle crié derrière moi. Réfléchir au genre de mariage dans lequel je veux être, ai-je dit sans me retourner, et si celui-ci vaut la peine d'être sauvé. Le lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade alors que je ne l'étais pas vraiment. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au centre-ville et je suis entré dans le bureau de Thomson & Associates, un cabinet d'avocats en droit de la famille que j'avais trouvé grâce à une recherche rapide sur Internet. La réceptionniste était professionnelle et discrète. Moins d'une heure plus tard, j'étais assis en face de Patricia Thomson, une femme au regard perçant dans la cinquantaine qui traitait des affaires de divorce depuis plus de 20 ans. « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui » a-t-elle demandé, le stylo suspendu au-dessus d'un bloc-notes juridique. Ma femme m'humilie publiquement à des fins de divertissement. Et quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a clairement indiqué qu'elle ne voyait rien de mal dans son comportement. J'ai exposé les faits sans émotion. L'incident du dîner, les publications sur les réseaux sociaux, le modèle de moquerie publique déguisé en humour. Patricia a pris des notes et a posé des questions précises sur nos finances, nos biens, et si nous avions des enfants. Pas d'enfants, lui ai-je dit. Nous en avons parlé, mais elle a toujours dit qu'elle n'était pas prête. Maintenant, je pense que c'était probablement pour le mieux. Des comptes conjoints, des dettes partagées, la propriété de biens immobiliers. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé ce matin-là. Relevés bancaires, documents hypothécaires, factures de carte de crédit. J'avais été méthodique pour tout rassembler. En partie parce que je voulais être minutieux et en partie parce que me concentrer sur la paperasse m'empêchait de remettre en question ma décision. Préparation impressionnante, a déclaré Patricia en feuilletant les documents. La plupart des gens viennent ici émotifs et non préparés. Vous semblez avoir bien réfléchi à cela. Oui. La question n'est pas de savoir si je veux un divorce. La question est de savoir comment le faire aussi proprement et rapidement que possible. Elle a expliqué le processus, les délais, les résultats probables compte tenu de notre situation financière. Nous étions mariés depuis 6 ans, possédions une maison ensemble, avions des comptes d'épargne et de retraite partagés. Ce ne serait pas simple, mais ce ne serait pas dévastateur non plus. Une chose que je dois demander, a-t-elle dit en fermant le dossier. Avez-vous essayé une thérapie de couple? Certains juges préfèrent voir des preuves que vous avez tenté d'arranger les choses. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à vous respecter par la thérapie, ai-je répondu. Elle m'a montré qui elle est. Je la crois. Patricia a souri légèrement. C'est juste.
Je vais rédiger les documents initiaux. Vous devez vous attendre à ce que cela prenne entre 3 et 6 mois, selon son degré de coopération. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, ma femme était dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Elle avait changé de tactique, décidant apparemment que se comporter normalement réinitialiserait d'une manière ou d'une autre notre relation à ce qu'elle était avant samedi soir. « Comment s'est passée ta journée de travail » a-t-elle demandé joyeusement, sans lever les yeux de la cuisinière. « Productive. »« Bien. J'ai préparé ton poulet au parmesan préféré. J'ai pensé que nous pourrions faire un bon dîner et peut-être regarder ce film que tu voulais voir. » Elle essayait tellement d'être la femme parfaite que cela ressemblait presque à une parodie. Trop attentive, trop douce, surcompensant son comportement en basculant complètement dans la direction opposée. « Ça a l'air bien, » ai-je dit, car il ne servait à rien de révéler mon jeu pour le moment. Pendant le dîner, elle a bavardé de sa journée, de ses amis, de ses projets de travail à venir. Une conversation normale, le genre que nous avions eu des milliers de fois auparavant, sauf que maintenant j'écoutais avec d'autres oreilles, cataloguant les petites façons dont elle me rabaissait, même dans une conversation décontractée. « Oh, et j'ai supprimé cette publication d'hier » a-t-elle dit soudainement, comme si elle me faisait une immense faveur. J'ai réalisé que cela a pu paraître insensible. A pu paraître. Eh bien, tu étais clairement contrarié à ce sujet, alors je l'ai retiré. J'essaie de tenir compte de tes sentiments. Le fait qu'elle pensait que supprimer une publication réparait des mois de moquerie publique était presque insultant, mais j'ai juste hoché la tête et dit, j'apprécie cela. Après le dîner, elle a suggéré d'aller faire une promenade dans le quartier. C'était quelque chose que nous faisions régulièrement à l'époque où je pensais que nous avions un partenariat au lieu d'une représentation théâtrale. Alors que nous marchions, elle a passé son bras sous le mien et a parlé de ses plans pour redécorer le salon. Je pensais que nous pourrions prendre un de ces grands canapés d'angle, a-t-elle dit. Pour que ce soit plus confortable pour recevoir. Recevoir. Divertir. Même ses commentaires innocents étaient chargés maintenant. Tout revenait à avoir un public, avoir des gens à impressionner. Ça a l'air cher, ai-je dit. Nous pouvons nous le permettre. Et puis, on ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? Autant en profiter. Elle n'avait aucune idée que j'avais passé la journée à calculer comment diviser nos biens. Aucune idée que pendant qu'elle planifiait des achats de meubles, je planifiais une stratégie de sortie. Le décalage était stupéfiant. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a essayé d'initier une intimité physique pour la première fois depuis samedi soir. Pas parce qu'elle me désirait, mais parce qu'elle pensait que cela arrangerait les choses et nous ramènerait à la normale. Je n'ai pas été cruel en la repoussant, mais je n'ai pas été subtil non plus. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour ça, lui ai-je dit. Je suis toujours contrarié par ce week-end. Je traite encore certaines choses. Elle a semblé frustrée, mais n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle s'est blottie contre moi sur le canapé et a mis une comédie romantique, espérant probablement que l'ambiance changerait naturellement. Je l'ai regardé regarder le film, riant aux passages amusants, complètement absorbée par la romance fictive à l'écran tout en étant inconsciente de la véritable relation qui s'effondrait juste à côté d'elle. Elle semblait sincèrement penser que quelques jours de bonne conduite effaceraient tout ce qui s'était passé. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, j'ai fixé le plafond et j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Du soulagement. Pas par rapport au divorce lui-même, mais par rapport au fait d'avoir enfin une voie claire à suivre. Pour la première fois depuis des jours, je n'étais pas en colère, blessé ou confus. J'étais juste résolu. Elle avait fait son choix quand elle avait décidé de m'humilier pour faire rire. Maintenant, je faisais le mien. Les papiers seraient prêts d'ici vendredi. Ensuite, nous verrions à quel point elle trouverait les conséquences de ces actes amusantes. Le vendredi soir est arrivé plus vite que je ne le pensais. Elle était à sa place habituelle sur le canapé, faisant défiler les pages sur son téléphone et me montrant de temps en temps des vidéos amusantes comme si nous étions juste un autre couple normal passant une autre soirée normale. L'enveloppe Kraft reposait dans ma mallette près de la porte, attendant. « Je vais prendre du vin » a-t-elle dit en se levant pendant une page de publicité. « Tu veux un verre ? En fait, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'abord. » Quelque chose dans mon ton l'a fait s'arrêter. Peut-être était-ce la formalité, ou peut-être était-ce le fait que je lui avais demandé de s'asseoir au lieu de me lancer directement dans la conversation. « D'accord » a-t-elle dit lentement,
se rasseyant sur le canapé. Qu'y a-t-il? J'ai récupéré l'enveloppe et je me suis assis en face d'elle au lieu de m'asseoir à côté d'elle. La table basse entre nous a soudainement ressemblé à une barrière de tribunal. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine à notre mariage, au respect, et à ce que je suis prêt à accepter dans une relation. Elle m'observait attentivement maintenant, sentant que ce n'allait pas être une conversation intime typique. J'ai décidé que ce qui s'est passé samedi soir n'était pas un incident isolé. Cela faisait partie d'un modèle de comportement avec lequel je ne peux plus vivre. De quoi parles-tu? J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table basse. Elle l'a fixée comme si elle pouvait exploser. Ce sont des papiers de divorce. Je les dépose lundi. Le silence fut absolu. Elle n'a pas bougé, n'a pas respiré, n'a même pas cligné des yeux pendant ce qui a semblé être une minute entière. Quand elle a finalement pris la parole, sa voix n'était qu'un murmure. Tu plaisantes. Non. Pour un dîner, pour une blague stupide. Tu mets fin à notre mariage pour ça. Je mets fin à notre mariage parce que ma femme pense qu'il est acceptable de m'humilier à des fins de divertissement et, lorsqu'elle est confrontée à ce sujet, n'a montré aucun remords sincère ni aucune compréhension de la raison pour laquelle c'était mal. Elle a attrapé l'enveloppe et a sorti les papiers, les mains tremblantes pendant qu'elle parcourait le jargon juridique. C'est insensé. C'est complètement insensé. Les gens ne divorcent pas pour des choses comme ça. Les gens divorcent quand ils perdent le respect l'un pour l'autre. Tu as perdu le respect pour moi il y a longtemps. Samedi soir n'a fait que le rendre public. Je n'ai jamais perdu le respect pour toi. Tu as transformé nos moments les plus intimes en matériel comique pour des étrangers. Tu as publié des articles sur nos disputes privées sur les réseaux sociaux pour obtenir des mentions j'aime. Tu as passé des mois à me dépeindre comme un idiot incompétent à quiconque voulait l'entendre. Si ce n'est pas un manque de respect, qu'est-ce que c'est? Elle pleurait maintenant. Pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant, mais un choc et une panique véritables. Je peux changer. Je peux tout supprimer. Je peux m'excuser auprès de tout le monde. Je peux arranger ça. Comment vas-tu arranger ça? Comment vas-tu reprendre ce que tu as dit devant 8 personnes? Comment vas-tu défaire des mois de moquerie publique? Je ne sais pas, mais nous pouvons trouver une solution. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Nous pouvons travailler là-dessus. Nous aurions pu travailler là-dessus avant que tu ne décides de m'humilier. Nous aurions pu y travailler quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais blessé. Au lieu de cela, tu as insisté et m'as dit que j'étais trop sensible. Elle sanglotait à chaudes larmes maintenant, du mascara coulant sur ses joues alors que la réalité de la situation la frappait. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'aime. Vraiment? Parce que quelqu'un qui m'aime n'utiliserait pas mes vulnérabilités comme chute pour ses blagues. Quelqu'un qui m'aime ne se moquerait pas de moi en ligne auprès de ses amis. Quelqu'un qui m'aime se soucierait plus de mes sentiments que de faire rire des étrangers. J'avais tort. D'accord, j'avais complètement tort. Mais c'est extrême. C'est nucléaire. Non, ce sont des conséquences. Tu as fait des choix. Maintenant tu vas devoir vivre avec. Elle s'est essuyé le visage et a essayé de se ressaisir, passant en mode négociation. Et si je faisais des excuses publiques? Et si je publiais quelque chose expliquant que j'avais tort et que tu es en fait incroyable? Tu penses qu'il s'agit de ma réputation? Tu penses que je me soucie de ce que ces gens pensent de moi? Alors quoi? Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu comprennes que le respect n'est pas quelque chose que l'on peut retrouver avec des excuses une fois qu'il a disparu. Je veux que tu comprennes qu'un mariage n'est pas un spectacle comique où une personne est toujours le dindon de la farce. Je comprends cela maintenant. Je saisis. Tu le comprends maintenant parce qu'il y a des conséquences. Si je déchirais ces papiers et te pardonnais, combien de temps s'écoulerait-il avant que tu n'oublies cette leçon et ne recommences à me traiter comme ton divertissement personnel? Elle a ouvert la bouche pour le nier, puis a semblé réaliser qu'elle n'avait aucune réponse crédible à cette question. Nous sommes ensemble depuis 8 ans, a-t-elle dit désespérément. Cela ne signifie-t-il rien pour toi? Cela signifie tout pour moi. C'est pour ça que ça fait si mal. Tu as jeté 8 ans pour quelques minutes d'attention lors d'un dîner. Je n'ai rien jeté. C'est toi qui jettes tout. Je me protège de quelqu'un qui m'a montré à maintes reprises que ma dignité compte moins pour elle que sa valeur de divertissement.
Elle a de nouveau fixé les papiers comme si elle pouvait les faire disparaître par la seule force de sa volonté. Depuis combien de temps prévois-tu cela? Depuis lundi. J'ai passé cette semaine à m'assurer que je pensais clairement et que je ne réagissais pas seulement de manière émotionnelle. Tu m'as menti toute la semaine, agissant normalement, prétendant que tout allait bien. Je t'ai accordé la courtoisie d'une semaine normale avant que ta vie ne change, ce qui est plus de considération que ce que tu m'as accordé avant de décider de faire de moi la risée de tous. La conversation s'est poursuivie pendant 1 heure supplémentaire, passant par le déni, la négociation, la colère et de retour aux supplications. Elle a essayé toutes les tactiques qu'elle pouvait imaginer, de la promesse de changer à l'accusation d'être vindicatif, en passant par la menace de contester le divorce et de le rendre aussi difficile que possible. À travers tout cela, je suis resté calme et résolu. Ce n'était plus une décision émotionnelle. C'était une décision logique basée sur une évaluation lucide de qui elle était et de ce que j'étais prêt à accepter dans ma vie. Quand elle a finalement manqué d'arguments et s'est assise là, vaincue, je me suis levé. Je vais rester dans un hôtel jusqu'à ce que nous puissions régler les conditions de logement. Mon avocat te contactera la semaine prochaine pour discuter des détails. Juste comme ça. 8 ans es-tu par juste comme ça? 8 ans et tu étais prête à m'humilier pour te divertir juste comme ça, ai-je répondu. La différence, c'est que j'ai mûrement réfléchi à cette décision. J'ai attrapé ma valise dans le placard où je l'avais préparée plus tôt et je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a suivi, pleurant toujours, me suppliant toujours de reconsidérer ma décision. Ce n'est pas comme ça que les mariages se terminent, a-t-elle dit. Pas pour quelque chose comme ça. Tu as raison, ai-je dit en ouvrant la porte. C'est ainsi que les mariages se terminent quand une personne oublie que son conjoint mérite un respect fondamental. Je me suis éloigné de notre maison pour ce qui serait la dernière fois en tant que son mari, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. 3 mois plus tard, je signais les papiers finaux du divorce dans le bureau de Patricia lorsqu'elle a fait une remarque qui m'a frappé. En 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer un divorce avec ce niveau de calme, a-t-elle dit en glissant les documents dans un dossier. La plupart des gens sont soit aigris, soit brisés à ce stade. Vous semblez plus léger. Elle avait raison. L'homme qui était sorti de cette maison en décembre était épuisé, blessé et remettait tout en question. L'homme assis dans son bureau en mars avait de la clarté, un but, et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le respect de moi-même. Le divorce s'était déroulé avec une fluidité surprenante. Mon ex-femme l'avait initialement contesté, avait engagé son propre avocat et avait menacé de le faire traîner pendant des mois. Mais lorsque son avocat lui a expliqué les réalités d'un divorce sans égard à la faute et la solidité de mes documents, elle a finalement accepté de trouver un accord. La maison a été vendue, les biens divisés, les dettes réglées, proprement et définitivement. Mais la véritable justification est venue d'une source inattendue. La vérité. Tout a commencé avec Kevin, le gars du dîner qui m'avait envoyé un texto ce dimanche matin-là. 2 semaines après mon déménagement, il m'avait appelé directement. « Et mec, je dois te dire quelque chose », avait-il dit. « Ma femme a parlé à certaines des autres femmes de ce dîner, et apparemment, ton ex a. Eh bien, elle a dit certaines choses. » Selon Kevin, mon ex-femme disait à quiconque voulait l'entendre que j'étais mentalement instable, que je l'avais menacé, que j'avais contrôlé financièrement notre mariage. Le récit qu'elle tissait me dépeignait comme un mari violent qui l'avait abandonné pour un rien. Le truc, a continué Kevin, c'est qu'aucun de nous n'y croit. Nous étions là ce soir-là. Nous avons vu ce qui s'est passé, et honnêtement, la façon dont tu as géré sa répartie était légendaire. La plupart des gars seraient soit sortis en trombe, soit devenus méchants. Tu as juste renversé la situation et fait passer ton message. Les nouvelles ont circulé vite dans notre cercle social. Au moment où j'étais parti depuis 1 mois, la plupart de nos amis communs avaient entendu les 2 versions des événements et en avaient tiré leurs propres conclusions. Le point de rupture s'est produit lorsqu'elle a commis l'erreur de publier une longue tirade émotionnelle sur les réseaux sociaux au sujet des hommes narcissiques qui ne peuvent pas gérer les femmes fortes. Elle s'est peinte comme la victime d'un mari émotionnellement indisponible qui l'avait punie pour avoir été elle-même. Le problème était que plusieurs personnes du dîner faisaient partie de sa liste d'amis et elles ont commencé à commenter « Attends, n'est-ce pas le même mari dont tu te moquais lors de ton dîner ?» Une femme avait écrit « Celui dont tu as partagé des détails intimes pour faire rire. N'as-tu pas posté qu'il était trop sensible juste après que cela se soit produit ?»
Une autre avait ajouté, la section des commentaires est devenue un champ de bataille entre les personnes qui croyaient à son récit de victime et celles qui se souvenaient de son comportement réel. Des captures d'écran ont été partagées, des publications ont été disséquées, et soudain, son histoire soigneusement élaborée s'effondrait en temps réel. Elle a supprimé la publication en quelques heures, mais le mal était fait. Les gens avaient vu son vrai visage, et ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Mon frère m'a appelé en riant à ce sujet. Mec, elle a essayé de te faire passer pour le méchant et a fini par se démasquer elle-même. C'est un sérieux retour de karma, ça. Les conséquences professionnelles ont été encore plus satisfaisantes. Son histoire de la fête de Noël au travail sur ma danse n'avait apparemment été que la pointe de l'iceberg. Une fois que les gens ont commencé à y prêter attention, ils ont réalisé qu'elle utilisait la vie personnelle de ses collègues comme matériel de divertissement depuis des années. Lorsque la femme de son patron a découvert que mon ex partageait des histoires sur leurs difficultés conjugales lors des rassemblements du bureau, les choses sont devenues rapidement inconfortables. Mon ex s'est retrouvé de plus en plus isolé au travail, n'a plus été invité aux événements sociaux et a finalement commencé à chercher un nouvel emploi. Pendant ce temps, ma vie s'améliorait d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. L'hôtel s'était transformé en un petit appartement meublé en centre-ville, plus proche du travail et libéré de la tension constante avec laquelle je ne m'étais même pas rendu compte que je vivais. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai recommencé à lire, j'ai repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. Des plaisirs simples qui avaient d'une certaine manière disparu lorsque je marchais constamment sur des œufs autour de quelqu'un qui me considérait comme du contenu plutôt que comme un partenaire. Le meilleur, c'était le silence. Plus besoin de me demander si mes paroles seraient transformées en blagues. Plus besoin de me demander si mes moments privés deviendraient un divertissement public. Plus besoin de gérer le besoin d'attention de quelqu'un d'autre à mes propres dépens. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé l'une des femmes du dîner dans un café. Elle s'est approchée de moi avec hésitation, comme si elle n'était pas sûre que je veuille lui parler. « Je vous dois des excuses », a-t-elle dit. « J'ai ri cette nuit-là et je n'aurais pas dû. Ce qu'elle a fait était cruel et j'aurais dû dire quelque chose. » « Vous ne connaissiez pas son passif », ai-je répondu. Je ne le savais même pas à l'époque. Pourtant, j'y ai beaucoup pensé depuis que tout a éclaté au grand jour. Combien de fois ai-je ri aux dépens de quelqu'un d'autre sans penser à ce que cela représentait pour lui? Ce fut une conversation qui s'est répétée plusieurs fois au cours des mois suivants. Des personnes réfléchissant à leur propre comportement, se demandant si elles avaient été complices de l'humiliation de quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte. Mon ex-femme, en revanche, avait redoublé d'efforts dans son récit de victime. Selon des connaissances communes, elle disait toujours à quiconque voulait l'entendre que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais abandonné notre mariage pour une petite blague, que j'étais vindicatif et cruel. Mais de moins en moins de gens écoutaient. Quand vous vous bâtissez une réputation en vous moquant des autres, les gens finissent par se demander ce que vous dites sur eux quand ils ne sont pas là. 1 an plus tard, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui comprenait que le respect n'était pas négociable. Quelqu'un qui ne rêverait jamais d'utiliser mes vulnérabilités comme divertissement. Quelqu'un qui voyait le partenariat comme une protection, et non comme une performance. En y repensant, j'ai réalisé que mon ex-femme m'avait rendu service ce soir-là. Elle m'avait montré exactement qui elle était quand elle pensait avoir un public à impressionner. Elle avait révélé que son besoin d'attention était plus fort que son engagement envers notre mariage. Et je m'étais montré à moi-même que j'avais assez de respect pour moi pour m'éloigner de quelqu'un qui ne me respectait pas. Même quand c'était dur, même quand c'était effrayant, même quand tout le monde s'attendait à ce que je passe l'éponge. La meilleure vengeance, il s'est avéré, n'était pas de lui faire payer ce qu'elle avait fait. C'était de construire une vie où ce genre de traitement était impensable. Entouré de personnes qui comprenaient que l'amour signifie protéger la dignité de l'autre, et non la détruire pour se divertir. Elle avait voulu rendre notre mariage privé en y mettant fin publiquement. Au lieu de cela, j'avais rendu notre mariage privé en y mettant fin avec dignité. Et ce faisant, j'ai découvert que parfois la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez, même si ce refus vous coûte tout ce que vous pensiez vouloir.